Et oui, sans surprise, la Fed a passé son tour hier soir, donc sans toucher à ses taux d'intérêt directeurs. Mais le plus important n'est évidemment pas là. Bonjour Christian. Bonjour. Christian Parizeau, conseiller économique de Aurel BGC. Donc elle s'est mise en mode pause après 10 hausses de taux consécutives. Elle a passé son tour, mais Jérôme Powell a été assez clair là-dessus. La Fed n'en a pas fini avec des hausses de taux pour endiguer définitivement l'inflation. Ça, on l'a bien compris hier. Oui, on l'a très bien compris. Surtout, ils nous ont dit on va faire plus que ce que vous anticipiez en termes de hausse de taux à venir. Donc, c'est surtout ce message-là qui a fait réagir à court terme les marchés. Alors, pas longtemps, parce qu'il y a un vrai problème de communication de la Fed et on ne l'a pas cru quand elle nous a dit qu'elle montrait encore plus les taux. Mais à très court terme, ce qui est important, c'est que c'est vraiment une pause. Et ça, c'est quelque chose d'important d'avoir en tête. Une pause qui va durer un mois, possiblement. Voilà, alors c'est tout le problème. C'est tout le problème du problème de communication sur le fond. Mais, pour moi, ce n'est pas une pause, c'est une espèce d'espacement. Skip, ce qu'ils appellent en anglais skip, on saute cette réunion pour aller à la prochaine et faire la hausse des taux. Donc c'est pas vraiment l'idée que... c'est pas la fin du resserrement monétaire avec une pause qui dure des mois, c'est on espace peut-être maintenant. Voilà. Avant on avait augmenté de 75 points de base les taux, puis ensuite c'était 50, après c'était 25, c'était à chaque réunion, maintenant c'est peut-être qu'on laisse passer une ou deux réunions. Voilà, on dit juste qu'on prend son temps, qu'on a fait une grosse partie du chemin, qu'on arrive à la fin quand même, on arrive quand même à la fin du resserrement monétaire, mais ce n'est pas la fin. Alors, c'est un problème parce que c'est vrai que si on se dit ils vont augmenter les taux en juillet, alors il nous a dit c'est très ouvert pour juillet, vous inquiétez pas, mais s'il remonte vraiment les taux en juillet, on se peut se poser la question, pourquoi pas l'avoir fait en juin ou juillet? Franchement, ça ne change pas énormément les choses. Alors il a justifié le fait qu'on aura l'ensemble des données sur le deuxième trimestre, donc on aura un semestre de croissance de l'économie américaine. On peut l'entendre, et donc on pourra avoir un point de vue. Mais on sent que c'est plutôt technique. Ce qu'il faut surtout retenir du message, c'est que d'une part, élément négatif, c'est qu'il nous dit clairement que les membres sont toujours pas rassurés par le mouvement de désinflation. Alors, il est là, l'inflation recule, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est beaucoup plus lent que ce qu'il anticipait. Et notamment sur l'inflation sous-jacente. Voilà, ce noyau dur et sur la partie service qui les inquiète encore pas mal. Donc, il y a cet aspect-là. Et puis, l'autre élément qui est peut-être un petit peu inquiétant et que le marché, je pense, n'a pas vraiment pris attention, c'est qu'il nous dit quand même que au moins jusqu'à l'année prochaine, on restera dans des taux d'intérêt réels positifs au niveau des taux directeurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous avez un taux d'intérêt réel positif, ça veut dire que vous avez une politique monétaire qui reste restrictive sur l'activité. C'est-à-dire que vous appuyez sur le frein. Et derrière ça, c'est quand même d'une part l'idée que l'inflation va rester quand même relativement résiliente. Ils ne pensent pas retrouver véritablement leur objectif d'inflation avant 2025. Donc ça veut dire que véritablement, on est sur une inflation durable. Et puis que d'autre part, la Fed va continuer à freiner l'économie dans les prochains mois et peut-être durablement. Et ça contredit complètement l'idée des marchés de dire ils montent les taux et puis après 6 mois après, ils vont baisser les taux et puis on va commencer un nouveau cycle de croissance. Là, il ne nous dit pas du tout ça. On va rester dans une croissance relativement faible parce qu'il faut vraiment apaiser durablement ces tensions inflationnistes. Donc, si on résume, un nouveau tour de vis monétaire est possible, vis VIS évidemment, est possible a priori au mois de juillet, possiblement aussi en septembre. Ça, c'est la porte est ouverte là. C'est quand on regarde en fait les estimations en fait qu'on appelle les dot charts. Les dot charts. Le dot chart. Il faut expliquer ce que c'est. Oui. Alors c'est simple, c'est chaque membre du FOMC de manière anonyme, ça représente un petit point, qui donne son niveau qu'ils anticipent des taux directeurs à la fin de l'année. Alors à la fin de cette année, à la fin de 2024 et de 2025. Et donc à partir de ça, on voit ce qu'anticipe à peu près la majorité des membres. Et là, on s'est aperçu que plus de la moitié nous disait qu'on serait sur un taux à la fin de l'année au-dessus des 5,60. On est aujourd'hui à 5,25. Donc ça veut dire qu'on aurait des taux qui finiraient le dernier taux, le taux le plus haut de ce cycle de resserrement, ça serait 5,50, 5,75. Donc ça veut dire encore 2 hausses de taux à attendre dans les prochains mois. Et c'est normal aussi parce que, mais l'inflation, on l'a déjà dit ici, mais hors énergie, hors alimentation, elle est toujours au-delà de 5%. Je rappelle quand même qu'elle résiste, elle est sticky pour l'instant et elle est loin de l'objectif de 2% visé par la Fed. Donc ce n'est pas non plus aberrant. D'autant que le cycle économique, mais malgré 10 hausses de taux et des Fed Funds qui sont à 5,25%, la consommation et l'emploi tient beaucoup mieux que ce qui était attendu. Ils résistent face à cette thérapie de choc monétaire. Donc la récession, on en parle, on ne la voit toujours pas, donc ce n'est pas non plus anormal que la Fed reste... Alors c'est peut-être là que ça explique un petit peu l'ambiguïté et finalement que les marchés aient un peu hésité sur ce discours-là. Parce que d'une part, la Banque centrale nous dit en effet, l'économie américaine est très solide.
ce qui explique qu'on va peut-être monter plus les taux directeurs. Mais de l'autre, il n'a pas cassé le scénario de désinflation. C'est-à-dire qu'il n'a pas cassé le fait que véritablement on va avoir l'inflation qui va ralentir. Il dit juste c'est une question de rapidité, c'est pas une question de sens. Donc on est assez confiant sur le fait qu'on reviendra vers l'inflation que l'on souhaite des 2%. Alors 2025. 2025, c'est loin, c'est sûr. Mais surtout, il n'a pas cassé cette image-là. Alors, il y a deux choses qui peuvent faire réagir les marchés. D'une part, c'est l'idée de dire, il n'a pas cassé le mouvement de désinflation et donc nous, on n'est pas convaincus qu'ils pourront faire encore de hausse de taux. Parce que finalement, on va avoir ce mouvement qui va se poursuivre. Alors, il a quand même dit, attention, il y a peut-être la partie service, que ça reste un peu dynamique. Alors, il y a la partie immobilière. On espère toujours que les loyers se retournent et que ça soit pris en compte dans l'indice des prix. Donc ça, c'est peut-être la partie la moins certaine, mais il a quand même mis en avant que dans les services, dont le principal coût reste le travail, et donc dans les services aujourd'hui, on a des salaires qui ralentissent, mais qui évoluent aujourd'hui sur un rythme 5%. Voilà, qui n'est pas compatible avec une inflation véritablement faible dans les services. Donc il dit on pourrait avoir ce ralentissement de l'inflation, mais avec une composante de l'indice des prix qui resterait nettement au-dessus des 2%. Donc ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point, il a encore remis en avant le fait qu'on était dans un scénario peut-être de faible ralentissement, de soft landing. Vous savez, on est légèrement en récession sans l'être vraiment, on est sur une croissance faible, et c'est suffisant pour atténuer les tensions inflationnistes. Et ça, c'est ce que joue le marché depuis longtemps, et c'est ça qui maintient quand même les indices boursiers assez élevés, c'est le dire qu'on ne va pas véritablement dans une forte récession. Alors on sait que les perspectives sont exceptionnelles. Alors oui, sauf que le corollaire, c'est que l'inflation ne sera pas haute. Sauf que, alors c'est vrai que dans leurs prévisions, ils ne mettent pas une récession profonde l'année prochaine, ou cette année, mais quand même, on a le sentiment que derrière, ça colle mal avec son discours en disant « je maintiens une politique monétaire durablement restrictive ». C'est-à-dire que je maintiens véritablement, je vais continuer de freiner l'économie, mais j'évite le scénario du pire qui serait une récession profonde. Donc s'il y a, moi je dirais, une mauvaise nouvelle ou potentiellement quelque chose qui pourrait surprendre les marchés aujourd'hui, ça ne serait pas forcément que la Fed monte plus ses taux, c'est surtout le fait qu'on casse l'image, qu'on a réussi à vaincre l'inflation sans passer par la case récession. Et là, pour l'instant, pour les marchés, tant qu'on évite cette récession profonde, tant qu'on est sur un léger recul des profits des entreprises et puis que ça repart après, on est toujours dans un scénario porteur. Après, il y a effectivement ces histoires on finit là-dessus, Christian, de baisse de taux attendue par les marchés. Il a répété, Jérôme Powell, non, il n'y en aura pas cette année. En revanche, le FOMC prévoit une baisse de 100 points de base de ces taux en 2024. C'est nouveau, ça, non ? Alors, non, alors il a bien expliqué. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de taux réels. C'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'il considère que quand même, ils vont réussir à modérer l'inflation l'année prochaine. Et donc, comme l'inflation va baisser, le taux nominal moins l'inflation, ça veut dire que les taux réels vont augmenter mécaniquement. Si vous avez une inflation qui passe de 7 à 5 et vous ne bougez pas votre taux nominal, vous avez le taux réel qui augmente à court terme. Donc ce qu'il a dit, c'est que cette baisse d'inflation n'était pas du tout, cette baisse de taux attendue n'était pas du tout un signal de détente de la politique monétaire, qu'on ne reviendrait pas forcément dans une politique monétaire plus expansionniste, poursuivre la baisse de l'inflation. Pour suivre et que les taux réels ne soient pas trop élevés par rapport à l'économie. Ça fait quand même 100 points de base. Oui, mais il faut voir d'où on vient aussi au niveau de l'inflation. Ouais, c'est-à-dire que là, on a encore du chemin à faire, d'une part. Et puis, si on revient véritablement vers les deux, c'est vrai que ça ne justifiera pas qu'on maintienne des taux directeurs au-dessus de 5. Mais tout le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce qu'on revient vers les deux rapidement ou pas. Ça, c'est vraiment leur première interrogation. J'y reviens 2025. Voilà. Et donc, la réponse est non. Et donc, comme on n'y va pas rapidement, ça voudrait qu'on maintiendra des taux réels positifs. Alors, c'est une bonne nouvelle pour les SICAV monétaires, mais une moins bonne pour tout ce qui est valorisation des actifs risqués, parce que ça veut dire qu'on rentre véritablement, on a été longtemps dans un monde où on avait des taux réels très négatifs. Ouais. On vient tout juste aux États-Unis, quasiment on est à 0 plus, revenir dans des taux réels positifs. Et ce qu'il nous dit, c'est qu'on restera tout au long de l'année prochaine sur des taux réels positifs. Donc ça, c'est pas très bon pour les marchés. Et ça, c'est pas très bon pour les actifs risqués. Ça veut dire que le monétaire a encore de beaux jours devant lui aux États-Unis. Ouais, juste on finit là-dessus. Quand on parle de 2% de cible d'inflation 2025 pour la Fed aux États-Unis, on parle de l'inflation globale, qui pourrait plus rapidement aller vers les 2%, ou elle parle de l'inflation même sous-jacente cœur, en excluant l'alimentation. Ou le cœur. Oui, si on exclut l'immobilier, après sur une condition, si on exclut tout. Il y a beaucoup d'éléments. Alors après, ça dépend de quoi on veut parler et sur quoi on veut agir. C'est clair que sur les cours du pétrole, la Banque centrale américaine a peu d'impact, ou sur les prix alimentaires, si c'est un problème de récolte. Elle regarde quoi Alors, elle va regarder
essentiellement le noyau dur, mais pas que. C'est-à-dire qu'elle va surtout regarder ce qui est dynamique dans l'économie, quels sont les risques qui vont entretenir l'inflation au-dessus de son objectif. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, le recul des prix de l'énergie, ça reste très volatile, mais c'est un élément plutôt modérateur. Mais par contre, ce qui l'inquiète énormément aujourd'hui, c'est que la hausse des salaires reste pas compatible avec son idée d'une inflation durablement à 2%. Donc c'est ça qui la bloque aujourd'hui. Donc elle va plus regarder le noyau dur et la diffusion de la hausse des salaires sur les secteurs dont le principal de coût de production est le salaire. Et donc c'est surtout le secteur des services. Et on est à 5%. Et voilà. Et c'est ça aujourd'hui qui l'inquiète. Donc voilà. Après, je crois qu'il n'y a pas véritablement d'indicateurs qui soient constamment regardés. On regardera souvent hors éléments volatiles, mais attention, parce qu'on veut regarder véritablement la définition de l'inflation, c'est une hausse généralisée des prix. C'est pas une hausse des prix du pétrole. Ouais. Donc on essaye d'éliminer, mais si on élimine tout, après, forcément, il n'y a plus d'inflation. Ouais. Donc à un moment donné, il faut voir par rapport à la question que l'on se pose. Ce qui les inquiète pas, c'est finalement la partie immobilière, parce qu'ils sont un peu déçus, ils pensaient que ça allait venir plus tôt, mais ils sont quand même convaincus que tout ce qui est loyer, immobilier, c'est en train de se retourner et que ça va nourrir la désinflation du deuxième semestre. Par contre, là où ça les inquiète encore, c'est la partie service et notamment les coûts du travail. Avec cette économie américaine qui tient le choc quand même en termes de création d'emplois. 1 600 000 emplois créés depuis le début de l'année aux États-Unis après 10 resserres monétaires, c'est quand même assez inattendu. Hein. Alors ça, c'est un peu les tenants de la courbe de Phillips, hein, les banquiers centraux qui mettaient une relation entre taux de chômage et inflation. Et donc, on pensait qu'on ne pouvait pas avoir un ralentissement de l'inflation sans une remontée du taux de chômage. Alors, Powell n'est pas un fervent partisan de cette courbe de Phillips. Là, hier, il a un peu parlé du marché du travail. Il a dit qu'on a été surpris par la solidité du marché du travail. Mais très, très vite, il est revenu sur l'inflation. C'est-à-dire qu'en gros, ce n'est pas une condition nécessaire pour ralentir l'inflation. Alors c'est vrai que ça reste quand même un problème, parce qu'on se dit que si l'inflation venait vraiment à revenir vers 2%, est-ce qu'on pourrait véritablement revenir immédiatement dans une politique monétaire neutre, voire légèrement incitatrice à la croissance, avec un marché du travail qui aurait un taux de chômage aussi bas, parce qu'on relancerait les tensions inflationnistes. Voilà. Donc voilà, c'est un débat, en tout cas il n'est pas clos, mais en tout cas il nous a bien dit, le marché de l'emploi, ce n'est pas l'élément suffisant aujourd'hui, et il préfère regarder finalement les indicateurs d'inflation pour voir si on poursuit ou pas le durcissement de la politique monétaire. Allez, merci beaucoup. Explication signée Christian Parizeau, conseiller économique d'Aurel BGC. Merci.